de Strasbourg qui va nous parler de la chirurgie cardiaque au Laos et en Ukraine. 20 années d'expérience. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite remercier l'Académie de l'occasion qu'elle me donne de prendre la parole. J'ai également le privilège de prendre la parole en dernier lieu, ce qui me permet de passer assez très rapidement sur les difficultés qu'on vous a exposées en termes de médecine humanitaire, les difficultés économiques, financières, les difficultés logistiques, les difficultés personnelles, et en supposant que toutes ces difficultés aient pu être vaincues ou contournées selon le cas, eh bien, j'aimerais vous exposer les résultats que l'on peut obtenir. Ici, c'est une phrase qui est très courue, très connue, d'un Dieu commun. Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez durant un jour. Apprenez-lui à pêcher et vous le nourrirez toute sa vie. Et ceci, à notre sens, mérite également d'être appliqué en médecine dite humanitaire. Alors, ça fait 25 ans que nous faisons ce type de chirurgie. Ça a commencé en 92, il y a eu quelques petits cas auparavant, mais on fixe le début en 92. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, eh bien, il y a une montée en charge. Et à partir de 2010 à peu près, il y a à peu près 120 patients qui sont traités chaque année au cours des circonstances que je vais être amené à vous exposer. Ici, vous avez une carte du monde dans laquelle vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays que nous sommes allés voir. Nous n'avons pas fait trop de tourisme, je vous l'assure, mais il y a un certain nombre de pays sur ce monde qui nous ont vu arriver. Il y a l'Inde, il y a la Mongolie, et ça n'apparaît pas sur cette diapositive. Nos efforts ont été concentrés sur deux pays, l'Ukraine et le Laos. Laos qui est un tout petit pays qui se trouve dans l'Asie du Sud-Est. Et voici donc les 2184 patients que nous avons traités au cours de ces 25 années. Et vous voyez qu'un certain nombre de pays dont nous n'avons vu qu'un individu, Angola, Bénin, etc., etc. Et ceci ne mérite pas discussion. Par contre, il y a deux pays qui sortent très nettement du lot. Nous avons opéré 380 Ukrainiens et à l'heure actuelle, nous avons soigné 1700 habitants du Laos. Et c'est surtout sur cela que je voudrais concentrer mon exposé. Ici, vous voyez exposé effectivement le nombre de patients qui ont été traités par pays, mais également le nombre ou le pourcentage de gens qu'on a opérés sur place. Alors, il y a effectivement plusieurs façons de faire de la médecine dite humanitaire. Elle est humanitaire pour certains et peut-être moins humanitaire pour d'autres. Nous avons acheminé des patients sur Strasbourg. Et vous voyez que, en fait, c'est souvent des patients unitaires d'un pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Il y a quand même 19 Sénégalais qui sont venus. Et dans ce cas-là, seul le malade a profité. L'équipe et le pays n'ont profité en rien de nos efforts. Il y a une autre façon de faire, c'est le fameux fly-in, fly-out, que tout le monde connaît, et qui, d'après les anglo-saxons, et pour nous d'ailleurs également, peut être dans une certaine mesure reconnu comme du tourisme chirurgical. Eh bien, nous avons fait, quand même pas le dire, c'est pas tout à fait ça, nous avons fait du tourisme chirurgical en Irak, et je suis très déçu de ne pas avoir réussi à convaincre mes amis de retourner en Irak, parce qu'on ne le veuille ou pas, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires en temps médical que extra-médical, et ce pays garde pour le moment une aurée absolument défavorable. Nous sommes allés en Mongolie, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre parler de Mongolie, nous étions au Ulaanbaatar, et par contre, il y a deux pays pour lesquels nous avons souhaité faire ce qu'il convient de faire, créer une équipe sur place, susciter une équipe pour qu'elle continue le traitement, ce que nous leur apprenons, leur faire un transfert de connaissances ou de techniques et viser l'autonomie de ce pays-là, de telle façon que lorsqu'on part au bout de 20 ou même 25 ans, eh bien, il reste quelque chose. Eh bien, ceci a été le cas pour l'Ukraine, où sur les 380 patients
On en a opéré 40% sur place, et c'est surtout vrai pour le Laos, où nous avons à l'heure actuelle opéré 98% des 1700 patients à Vientiane, capitale du Laos. Ces deux choses, l'Ukraine et le Laos, n'ont pas pu être faites simultanément, parce que c'est quand même une structure, une entreprise extrêmement lourde, même pour un simple service hospitalier, universitaire. Et il a à peine parfois à se départir de l'ensemble d'une grande partie de ses forces vives. Et donc vous voyez que l'Ukraine nous a occupés de 92 à 2000, nous continuons toujours un tout petit peu, il y a une traînée d'activité là-bas. Par contre, nos efforts vont essentiellement au Laos, où à l'heure actuelle, nous opérons 100 à 120 patients par an. Alors les catégories chirurgicales, ça n'a rien d'extraordinaire. Nous essayons de traiter des patients pour lesquels il y a une chance de survie, une chance de guérison d'abord, ou une chance de survie à long terme. Donc rien d'étonnant à ce que près de 60% soient des congénitaux, 40% soient des valvulaires, ou à peu près, des valvulaires opérés jeunes, pour lesquels on a une chance d'une amélioration sensationnelle. Il n'y a que 2 patients sur 1200 qui avaient une atteinte coronarienne. Ça aussi, ça se conçoit, ça devra changer dans le futur. Et enfin, 4% avaient des affections diverses. Voici les patients congénitaux. Il y en a quand même un certain nombre. Et vous voyez qu'il y a une liste absolument impressionnante de toute une série de pathologies que l'on peut rencontrer au cours de la vie d'un congénitaliste. Et là aussi, l'énumération en soi n'est pas significative. Il faut regarder sur le tableau de droite. Là aussi, vous voyez, nous nous sommes imposés essentiellement de traiter des enfants que l'on peut guérir ou quasiment guérir, canal artériel, communication interventriculaire, tétralogie de Fallot, communication interventriculaire. Les autres affections peuvent survenir, mais sont beaucoup plus rares. Alors, je voudrais insister sur le Laos, c'est quand même le sujet essentiel de notre activité humanitaire. Mais le Laos, effectivement, l'essentiel sont des gens, des médecins, des missionnaires qui viennent de Strasbourg ou de l'Europe, vous allez le voir, et qui vont traiter au Laos. Mais il y a eu un tout petit flux de patients qui sont allés du Laos à Strasbourg, ça en faisait 2. Il y a 3 patients qui sont allés du Laos qui ont été traités à Fribourg, ce qui montre déjà que nous avions essayé de monter une équipe internationale. Et un certain nombre d'entre eux ont été traités à Hue, et je voudrais dire un mot de cette partie, Hue qui est donc située au Vietnam. Eh bien, il faut avoir, dans le domaine humanitaire, il faut parfois faire preuve d'une certaine ingéniosité ou d'une inventivité. Et en 2002, il n'y avait aucune cardiologie, aucune chirurgie cardiaque au Laos, mais nous avons commencé à aller à Hue, qui est une très jolie ville, comme vous le savez, et nous avons imaginé pouvoir débuter une action au Laos en impliquant le Vietnam. Nous avons signé une convention entre 3 pays, le Luxembourg, le Laos et puis le Vietnam, de telle façon que les patients du Laos que nous avions diagnostiqués étaient transférés à Vientiane, payés par le Luxembourg et soignés au Luxembourg. Et ceci a marché pendant quelques temps, vous voyez. Il y a 24 patients du Laos qui ont été transférés à Hue, qui ont été opérés en 4 groupes. Et de la même façon, il y a un chirurgien de Hue qui est allé nous rejoindre à Vientiane en 2002 et 2003. Donc il y a eu vraiment une coopération internationale, mais manifestement, cela ne pouvait pas durer, ce n'était pas viable. Il fallait faire quelque chose sur place au Laos. Donc cette activité s'est déroulée en 3 étapes. En 1998, il y a eu ce fameux accord international entre les 3 pays. En 2002, nous avons fait une étude de marché, si on peut dire, ou des structures au Laos, et nous avons vu que seul un hôpital était capable d'accueillir la chirurgie cardiaque, un hôpital qui venait d'être rénové par les Japonais, qui était dans la banlieue de Vientiane, et là encore, ce n'était pas tout à fait satisfaisant, et finalement, on a décidé de construire de nouveau un institut de cardiologie qui a été monté à Vientiane en 2004, et nous avons eu d'ailleurs la visite d'un certain nombre de dirigeants luxembourgeois, puisque c'est eux qui donnaient l'essentiel des financements.
Et finalement, cette action Laos a pu avoir lieu parce qu'il faut un certain nombre de conjonctions favorables. Sinon, rien ne peut se faire. Même si vous êtes plein de bonne volonté, si sur place, il n'y a pas quelque chose qui soit capable de développer ce que vous voulez apporter, ça ne marchera pas. Et bien, sur place et ailleurs, il y avait 3 personnes. Il y avait d'abord Pani, qui était cardiologue, qui était la première cardiologue du pays et qui commençait à avoir des patients, à qui on avait fourni un échographe et qui commençait à faire des diagnostics. Il y a un médecin qui est Schneider, qui est cardiologue, qui est président d'une organisation non gouvernementale. Et il avait la chance d'être au Luxembourg, qui, il y a quelques années, était encore très généreux. Et surtout, il a pu monter un projet qui a été validé par les autorités luxembourgeoises et il a eu droit à un cofinancement de la part du ministère des Affaires étrangères, très intéressant d'ailleurs, qui se poursuit encore après maintenant 4 plans triennaux. Et si ce Luxembourg n'avait pas voulu cofinancer, je pense que nous aurions abouti à pas grand-chose. Alors il est évident que c'est une action interne, c'est une action extrêmement multiple, il y a collaborative. Ce n'est pas possible autrement. Aller opérer à l'extérieur 2000 patients, ça nécessite des transferts nombreux. Et nous avons là, vous voyez à droite, là, des médecins qui venaient de Strasbourg, qui venaient des hôpitaux universitaires de Fribourg. Il y a des médecins de Luxembourg, il y a quelques-uns de Suisse. Et bien entendu, nous avons aussi fait appel aux médecins de Hue et de Maosot, donc du Laotien eux-mêmes. Et nous avons une équipe chaque fois très fournie, et au fur et à mesure que les Laos progressent, deviennent de moins en moins importants, mais des chirurgiens bien entendu, des anesthésistes, des cardiologues, des infirmières, des techniciens pompistes, c'est évident, mais également des ingénieurs biomédicaux qui ont un rôle extrêmement important, parce que si l'équipe trouve sur place un matériel qui ne marche pas, ou qui cède en cours de route, eh bien toute la mission est compromise. La présence d'un ingénieur biomédical est indispensable. Également, nous avons travaillé sur place avec l'équipe locale, les médecins, mais également l'administration, et nous sommes en contact très étroit avec donc, les autorités de la santé. Le ministre de la Santé est un interlocuteur quotidien, et également les directeurs des hôpitaux. Alors, nous avons, pour faire cette chirurgie, construit donc une structure qui est bien équipée. Il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut. Nous n'avons par exemple pas de système d'assistance circulatoire qui serait pourtant importante, il faut l'envisager. Nous avons également une salle de réanimation qui est bien achalandée et donc on peut aller là-bas sans trop d'angoisse et en trouvant sur place des conditions qui permettent de faire tout de même cette chirurgie. Alors au Vientiane, qu'avons-nous fait? Eh bien, la topographie, si je puis dire, est strictement similaire à ce que nous avons fait dans le reste du monde, surtout des congénitaux, surtout des valvulaires, donc des patients pour lesquels nous avons un espoir de guérison ou d'amélioration sensationnelle. Qu'a fait l'équipe là-haut? L'équipe là-haut, eh bien, vous voyez, elle a fait pratiquement 43% de l'ensemble des interventions. C'est un tout petit peu exagéré. 50% de ces interventions, ils les ont fait sous notre supervision, quand nous étions présents, mais tout de même, 50% d'entre ces interventions, à l'heure actuelle, sont faites en dehors de toute présence européenne. Donc, ils sont devenus autonomes. Ils sont devenus autonomes à un niveau correct, puisque, à droite, vous voyez ceux qui sont capables de faire en chirurgie valvulaire, et ils font quand même des maladies et des patients qui ont parfois des maladies très graves, multivalvulaires, avec de bons résultats. Voici les résultats des Laos, entre parenthèses, parce que les résultats, même quand on les traque de façon extrêmement vigoureuse, on n'a pas toujours le sentiment d'avoir la totalité de la vérité. Mais je vais vous les livre comme ça. Il a opéré un patient coronarien qui est décédé, c'est normal, il avait une rupture septale post-infarctus, c'est rien d'extraordinaire. Il y a à peu près 2,5% de mortalité pour la chirurgie valvulaire, ce qui est comme tout à fait satisfaisant. Il y a très peu de mortalité pour des patients congénitaux. Il faut admettre qu'ils opèrent les patients les plus simples et enfin donc leurs résultats sont tout à fait honnêtes. Alors si on regarde la provenance des patients, et vous voyez, le Laos, il y a un certain nombre de provinces, il y a une très grosse boule, eh bien, ce sont les patients qui viennent de la capitale.
Et les autres boules de plus en plus petites, y compris une qui est tout à fait en bas et à gauche, qui est la province Atopeu, eh bien, il n'y a que 2 patients qui sont venus de là-bas. Ça veut bien dire que l'offre de soins est extrêmement disparate, elle est inégale. Et conscient de cela, eh bien, nous avons formé, il y a maintenant 5 ans, une dizaine de cardiologues que nous avons envoyés, et ils sont restés d'ailleurs, ont beaucoup de chance, dans les hôpitaux de province pour faire un screening sur place, et ils font le dépistage des patients cardiaques, et ils les envoient à l'hôpital de référence qui est Maosot, donc le CHU. À cette formation médicale, nous avons adjoint une formation administrative. Nous avons beaucoup de chance parmi ceux qui nous accompagnent. Il existe un collègue chirurgien-urologue qui est directeur du 2e hôpital de Luxembourg. Et il vient maintenant depuis 8 ans, 3 fois par année, et il forme les médecins et directeurs locaux à la gestion administrative moderne des hôpitaux, parce que là aussi, même dans ce domaine, il venait du Moyen-Âge. Alors, travailler sur place comme ça, il faut être prêt à des surprises, et c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde est d'accord que c'est peut-être pas un jeune interne qu'il faut envoyer faire de la chirurgie pédiatrique et de la chirurgie congénitale, et même de la chirurgie valvulaire dans ces pays soi-disant en voie de développement, parce qu'on a droit à des surprises. Pour une communication interauriculaire, on a trouvé un retour veineux pulmonaire anormal total. C'est possible, ça existe. Pour une insuffisance aortique, on a trouvé un anévrisme rompu dans l'oreillette gauche, quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est le seul que j'ai vu de ma carrière, donc c'est pas fréquent. Pour une communication interventriculaire, on n'a jamais trouvé de communication interventriculaire, c'était une fenestration aortopulmonaire. Et cette fois-ci, il y avait un cardiopédiatre qui était avec nous, compétent, et il est passé à côté. Donc il faut savoir que de temps en temps, on n'est pas totalement à l'abri de surprises dans ces domaines-là. Alors est-ce que les résultats sont parfaits? Eh bien non, ils ne sont pas parfaits. Les résultats chirurgicaux, je viens dire un mot. Les relations humaines, je peux vous dire que au bout de 25 ans, avec 6 fois dans l'année, la présence de gens d'horizons différents, d'Européens d'horizons différents, il y a des tensions, il y a des difficultés, eh bien on apprend même de la diplomatie dans ces cas-là, il y a des problèmes avec les Lao qu'il faut surmonter, enfin rien n'est simple dans le management humain. Les financements, on en a parlé, il y a un problème de stabilité de l'équipe Lao, c'est vrai dans tous ces pays, et enfin nous trouvons à notre goût que les locaux ne manifestent pas toujours un intérêt suffisant à ce qu'on veut leur apprendre, mais quand on regarde et leur mentalité et également leur traitement, on peut parfois le comprendre. Alors, voilà les difficultés chirurgicales ou les résultats qui sont insuffisants. Vous savez que lorsqu'on va dans ces pays, ils ont des valvulopathies rhumatismales et que l'idéal est de pouvoir faire une chirurgie conservatrice. Eh bien, cet idéal n'a été obtenu que par 2 chirurgiens qui ont fait 70% de conservation valvulaire. Tous les autres, ils sont largement en dessous, même les chirurgiens européens. Donc, il faut être très modeste en voulant critiquer les là-haut. Enfin, en 20 ans, globalement, est-ce qu'on peut être satisfait? Je pense qu'on a quand même rempli notre contrat, on le continue encore quelques temps. On a rempli le contrat vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de la population, vis-à-vis du pays, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais l'environnement a changé. Et j'ai entendu beaucoup parler, même que dans les autres pays, l'environnement a changé. En tout cas, l'impulsion a été donnée et c'est au Lao de poursuivre. Question, est-ce que les Lao vont poursuivre tout seuls? Nous avions toujours une crainte, effectivement, le Lao s'entoure des pays extrêmement dynamiques. Le Vietnam, très dynamique. La Thaïlande, très dynamique. La Corée n'est pas loin, extraordinairement dynamique. Mais en fait, il y a un autre pays que l'on connaît, et qui est la Chine. Eh bien, nous allons probablement faire passer le témoin aux Chinois. Les Chinois ont un projet de construction d'un hôpital de 100 millions de dollars. La première pierre a été posée il y a 15 jours, il y a 1 mois, par le président Xi Jinping, et ils vont construire cet hôpital que vous voyez. Et il est déjà prévu que l'institut dans lequel nous travaillons, que nous avons construit, soit déménagé au 7e étage. Maintenant, que feront exactement les Chinois? À vrai dire, on n'en sait rien. Ils ont construit, il y a une dizaine d'années, un hôpital à Luang Prabang,
et puis ils l'ont laissé en état. Ils s'en sont pas occupés. Ils ont construit les murs, puis ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Vientiane? Pour le moment, je ne peux pas me prononcer. Je vous remercie. Bien, félicitations pour cette chirurgie des Nations Unies, on pourrait dire. Question? Oui. Voilà. Cher monsieur, je suis très admiratif de votre travail et de votre communication. J'ai travaillé au Laos 4 ans. J'ai fait 2 séjours. L'un à Séno de 2 ans, c'était en 1953. Et un deuxième séjour à l'hôpital Maozo un petit peu plus tard. Donc c'était avant votre présence que je ne vous ai pas connu. Voilà. Je me permets à cette occasion, ayant le micro, de rappeler que dans cette humanité, dans cette histoire de la médecine humanitaire, le service de santé des armées a été présent dans nos pays ex-coloniaux, dits ex-coloniaux, le terme ne s'emploie plus, et que le service de santé a créé plus de 500 dans ces pays, plus de 500 hôpitaux, 80 instituts Pasteur, plusieurs facultés de médecine, les centres médicaux, on ne peut pas les compter tellement ils sont. Merci. Oui, je veux dire un mot. D'abord, pour excuser Dominique Franco et puis me faire le porte-parole pour remercier au nom de l'Académie tous les gens qui ont pris la parole aujourd'hui. Et sans faire un résumé de la séance, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on le pense avec mon voisin, c'est que la formation fait partie du soin. Et si vous en êtes d'accord, il me paraît astucieux, après une séance de cette qualité, peut-être que l'Académie se prononce par un communiqué de presse sur lequel on réfléchira pour expliquer ce qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne vais pas reprendre l'article du Lancet, mais je pense de mon idée, et si vous en êtes d'accord, et j'en parlerai bien évidemment avec le bureau de l'Académie, c'est une véritable réflexion sur, bien évidemment, les gestes humanitaires qui sont, je me tourne vers Bernard Guérin et tout, qui sont presque plein de bonne volonté, mais sur lesquels maintenant on ne peut plus travailler, puisqu'il n'y a plus les moyens de travailler sur place. C'est une réflexion globale de santé publique, où nos gouvernements et nos instances, et notamment la puissance de la France, doit réagir, et c'est peut-être le moment de le faire. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, que l'Académie essaye de rédiger un petit communiqué sans trop d'ambition, parce que c'est toujours difficile, mais ça me paraît être une bonne idée. Et je propose d'autre part que ces genres de séances humanitaires soient reconduites dans l'année dont, en principe, sauf événement politique, j'assurerai la présidence. Voilà, je vous remercie, mais je venais à dire ça. Voilà. Je voudrais ajouter qu'avec toute l'énergie qui a été manifestée aujourd'hui, si nous parvenons à la rassembler, nous organiserons l'année prochaine avec le nouveau président un colloque sur ce sujet pour alerter les pouvoirs publics et les pouvoirs financiers, privés et publics, sur la formation à la chirurgie de base dans les pays en voie de développement. Merci.